L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. Épilogue. Le chien, ce frère dit inférieur. The Other Animals. Suite. À Wakeland, je possédais un chien appelé Glenn. Son père était un chien loup ramené de l'Alaska et sa mère une chienne de berger des montagnes, à demi sauvage. Aucun des deux n'avait jamais vu d'automobile. Glenn arriva de la campagne, à demi adulte, pour demeurer à Auckland. Immédiatement, il se prit de passion pour une automobile. Il était au comble du bonheur quand on lui permettait de s'installer sur le siège à côté du chauffeur. Il aurait passé une journée entière à se griser d'auto, quitte à se priver de manger. Parfois, la voiture partait directement du garage et disparaissait. À plusieurs reprises, Glenn resta ainsi à la maison. Il fut alors convenu que si l'un de nous prenait l'auto, il actionnerait la trompe avant de partir. Glenn comprit vite le signal. Où qu'il se trouvât, et quoi qu'il fît, lorsqu'il l'entendait, il s'élançait vers le garage et sautait sur le siège avant. Un matin, comme il dégustait sous le porche arrière sa bouillie de maïs, le chauffeur corna. Tout joyeux, Glenn dégringola les degrés et courut prendre sa place, la bouillie dégoulinant de ses babines. Remarquons en passant que le fait de renoncer à son déjeuner pour monter dans l'auto témoignait de son libre arbitre. Apanage magnifique qui, selon M. Burrow, n'appartient qu'à l'homme. Pourtant, Glenn sut choisir entre la nourriture et le plaisir. Non point qu'il dédaignât sa bouillie, mais il lui préférait la promenade. Hélas, le coup de trompe n'était qu'une plaisanterie. La voiture ne démarra pas. Glenn attendait, perplexe. Sans doute ne discerne-t-il aucun indice d'un départ immédiat, car il sauta à bas de la voiture et retourna vers sa gamelle. Il se remit à manger avec une hâte gloutonne, comme un homme qui craint de manquer son train. Tout à coup, la trompe retentit de nouveau, et Glenn quitta de nouveau sa pâtée, monta sur le siège et attendit en vain le départ. Son déjeuner faillit s'en retrouver gâté, car le pauvre chien fut un certain temps maintenu en alerte entre sa gamelle et la voiture. Mais il devint circonspect. Nous eûmes beau klaxonner bruyamment et avec insistance, il ne quitta plus son repas avant de l'avoir tout avalé. Une fois de plus, il venait de faire preuve de libre arbitre, et par surcroît de contrôle sur lui-même, car à chaque coup de trompe, il se retenait de bondir vers le garage. Un maquilleur de la nature analyserait de la façon suivante ce qui se passait dans le cerveau de Glenn. Le chien avait, dans sa courte vie, acquis des expériences qu'aucun de ses ancêtres n'avait jamais connues. Il savait que l'auto se déplace rapidement, que le bruit de la trompe lui est particulier et qu'une fois en marche, il lui était impossible d'y accéder. Autant de propositions bien définies. Or, le raisonnement peut être considéré comme le processus mental au moyen duquel, de propositions admises, on peut passer à de nouvelles. Des propositions acquises par Glenn grâce à sa propre observation, ainsi que je l'ai déjà indiqué. Il en déduisit ceci. Dès que cornait la trompe, le moment était venu pour lui de sauter dans la voiture. Mais ce matin-là, le chauffeur trompa Glenn. À son grand déplaisir, Glenn constata que son raisonnement était erroné. La voiture ne partit pas. Mais raisonner de manière incorrecte est très humain. La grande difficulté dans tous les actes de raisonnement consiste à n'omettre aucune donnée du problème sous tous ses détails. Glenn n'en avait négligé qu'une, l'humeur taquine du chauffeur. À plusieurs reprises, il fut berné. Il accomplit alors un nouvel acte mental dans lequel il tint compte du facteur humain, et il en arriva à cette conclusion nouvelle. Quand il entendait la trompe, la voiture n'allait pas partir. Fort de cette conviction, il demeura sous le porche et termina sa pâtée. Vous et moi, et même M. Burrow, exécutons dans notre vie quotidienne des actes raisonnés parfaitement identiques. Je ne sais comment s'y prendra M. Burrow pour expliquer par la théorie de l'instinct l'acte de Glenn. Je refuse à suivre M. Burrow dans la forêt primitive où les obscurs ancêtres de Glenn fixaient dans l'hérédité de leur race au vacarme des klaxons, l'instinct particulier qui devait permettre à Glenn, quelques millénaires plus tard, de s'adapter à l'automobile.
Le docteur Seiji Romane cite l'exemple d'une femelle de chimpanzé à laquelle on avait appris à compter des brins de paille jusqu'à 5. Elle les tenait dans sa main et les laissait dépasser jusqu'au nombre voulu. Si c'était 3, elle en montrait 3. 4, elle en montrait 4. Tout cela n'est qu'une banale question de dressage. Mais remarquez, monsieur Borrow, ce qui suit. Quand on lui demandait 5 fœtus, alors qu'elle n'en possédait que 4, elle en pliait un et faisait voir les 2 extrémités, obtenant ainsi le nombre requis. Ce petit stratagème ne se réalisa pas seulement une fois par hasard, elle le répétait chaque fois qu'on lui réclamait une quantité de brins supérieure à celle dont elle disposait. Accomplissait-elle là un acte de raisonnement, ou n'était-ce que la manifestation d'un instinct aveugle? Si M. Borrow ne peut fournir une réponse satisfaisante, libre à lui de traiter le docteur Romanes de maquilleur de la nature et de bannir cet incident de sa mémoire. C'est là une façon de s'en tirer actuellement fort en honneur aux États-Unis. C'est à coup sûr sur la tactique de M. Borrow, dont il se rend coupable avec une fréquence affligeante. Si un pauvre diable d'écrivain s'avise de noter ce qu'il a vu et que ses déductions s'opposent aux théories moyenâgeuses de M. Borrow, il s'entend traiter par celui-ci de maquilleur. Quand il se présente un homme de la valeur de M. Hornaday, M. Borrow introduit une variante au procédé. M. Hornaday s'est livré à une étude approfondie de l'orang-outan en captivité et dans son milieu naturel. De plus, il a observé de près beaucoup d'autres espèces d'animaux supérieurs. Sous les tropiques, il a voulu connaître les spécimens inférieurs de l'humanité. Ce grand savant jouit d'une réputation mondiale. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait au raisonnement chez les animaux, il répondit dans la plénitude de sa science du sujet qu'autant vaudrait lui demander si les poissons nageaient. M. Borrow, soit dit en passant, ne s'est guère penché sur les types inférieurs de l'humanité, pas plus que sur les animaux supérieurs. Il habite un district rural de l'État de New York, se consacre principalement aux oiseaux vivant dans cet espace restreint, et n'a pu y rencontrer ni animaux supérieurs ni hommes inférieurs. Pourtant, la réplique de M. Hornaday inflige à sa théorie homocentrique un tel camouflet qu'il lui faut réagir de quelque façon. Voici sa réponse. Je soupçonne M. Hornaday d'être meilleur naturaliste que psychologue judicieux. Là-dessus, M. Hornaday n'a plus qu'à disparaître. Qu'est-ce qu'après tout que ce monsieur? Le sage de Subslide a parlé. Quand Darwin conclut que les animaux sont capables d'un raisonnement rudimentaire, M. Borrow l'élimine de la même manière. Darwin valait mieux comme naturaliste que comme psychologue. Et cela au mépris de la longue vie de laborieuse recherche de Darwin, qui, lui, ne se confina pas dans un district rural comme M. Borrow dans sa résidence de l'État de New York. Arrivons-en maintenant aux processus mentaux de M. Borrow, à la psychologie de son moi, si vous voulez bien. Pour lui, malgré la bonté protectrice qu'il leur témoigne, les animaux dits inférieurs le sont à un degré répugnant. Il juge odieuse toute idée d'affinité et de parenté entre eux et lui. Imbu de son importance, il voit un abîme infranchissable qui les sépare. Après les exemples que j'ai relatés d'actes accomplis par des animaux et où l'instinct n'a rien à voir, M. Borrow pourrait me répondre. Vos exemples s'expliquent, à la rigueur, par les lois de l'association des idées. D'abord, lui objecterai-je, pourquoi refuser aux animaux un raisonnement rudimentaire, et pourquoi affirmer tout net que l'instinct leur suffit? Alors, bien à contre-cœur et plein de modestie, vu ma jeunesse, je me permets d'insinuer que vous ne connaissez pas exactement la valeur de ces mots, les simples lois de l'association des idées. Les définitions doivent s'accorder non avec les individus mais avec la vie. M. Borrow part de ce principe qu'une définition est quelque chose d'absolu et d'immuable. Il oublie que l'univers entier est à l'état changeant et que, par suite, les définitions sont arbitraires et éphémères, qu'elles fixent, pour un espace de temps fugitif, des choses qui n'existaient pas dans le passé et ne seront pas dans l'avenir. On ne peut régler la vie sur des définitions, ni élaborer des définitions permettant de régler la vie. M. Borrow ne fait qu'effleurer l'évolution de la raison. Il la définit sans tenir compte de son histoire. La raison humaine, telle que nous la connaissons de nos jours, n'a pas été créée. Elle s'est formée. Son origine remonte au limon primitif. Elle commence au premier atome inorganique qui a reçu la vie.
se continue par les échelons de son ascension de la boue à l'homme. Réflexe simple, réflexe composé, mémoire, habitude, raison rudimentaire, raison abstraite. Au cours de ce perfectionnement, grâce à la sélection naturelle, se développa l'instinct. L'habitude est une création de l'individu. L'instinct est une coutume commune à une race. Il est aveugle, irraisonné, mécanique. Il représente les différences de but dans les aspirations de la vie en progrès. Nous le rencontrons, à son plus haut degré, dans la fourmilière et dans la ruche. Il a abouti à une impasse. Mais l'autre route est celle de la raison, est parvenue peu à peu, même à M. Borrow, à vous et à moi. Il n'existe pas d'abîme infranchissable, à moins que l'on ne décide, comme M. Borrow, d'ignorer les types d'humanité inférieure et les types d'animaux supérieurs, et de comparer le cerveau de l'homme avec celui de l'oiseau. Le raisonnement abstrait demeura impossible jusqu'au développement du langage. Bref, armé de pied en cap, avec l'outil de la pensée, le lent progrès de la faculté de raisonner dans l'abstrait se poursuit. Les humains inférieurs possèdent peu cette faculté ou pas du tout. Avec chaque mot inventé, avec chaque extension de la complexité de la pensée, avec chaque acquisition de faits reconnus, se continuèrent les actions et les rédactions dans la matière grise de l'auteur, du langage, et lentement, pas à pas, sur des centaines de milliers d'années, la faculté de raisonner se perfectionna. Mettez une abeille dans une bouteille de verre que vous tournerez vers une lampe allumée de façon que le goulot ouvert en soit au point le plus éloigné de la flamme. Sans cesse, à 1000 reprises, insensible à la déception et à la couleur, l'abeille se lancera vainement contre le fond de la bouteille dans ses efforts pour sortir vers la lumière. Voilà de l'instinct. Enfermez votre chien dans la cour de derrière et allez-vous-en. C'est votre chien, il vous aime, il aspire à votre présence. Comme l'abeille aspire à la lumière, il écoute le bruit de vos pas qui s'éloignent. Mais la clôture est trop haute. Alors il tourne le dos à la direction que vous avez prise et s'élance autour de la cour. Il est éperdu d'affection et de désir, mais il voit clair et observe. Il cherche un trou sous la clôture ou un endroit où elle soit moins élevée. Il aperçoit une caisse d'emballage dressée contre elle. Hop, il bondit sur la caisse, puis par-dessus la clôture, et sa course forcenée pour vous rejoindre soulève la poussière de la rue. N'est-ce là que de l'instinct? Dans la maison où j'écris ces lignes vit un petit domestique tahitien. Il croit fermement qu'un lutin habite dans la boîte de mon phono et que c'est lui qui parle et chante. M. Borrow lui-même n'oserait prétendre que cet enfant est venu instinctivement à cette conclusion. Bien certainement, il raisonne sur la présence du génie dans la boîte. Sinon, comment la boîte ferait-elle pour parler et chanter? Dans son expérience restreinte, ce gamin n'a jamais connu de cas où la parole et le chant se produisissent autrement que par l'intervention directe de l'homme. Je ne doute pas que le chien ne soit considérablement surpris quand il entend la voix de son maître sortir d'une boîte. Le sauvage adulte, la première fois qu'on lui présente un téléphone, court dans la pièce voisine pensant y trouver l'homme qui parle à travers la cloison. Cet acte est-il instinctif? Non. D'après son expérience et sa connaissance rudimentaire de la physique, pour lui la seule explication possible est qu'un homme se trouve dans la pièce adjacente et parle à travers la cloison. Mais ce sauvage ne sera pas la dupe d'un miroir à la main. Il faut descendre plus bas dans l'échelle animale jusqu'au singe. Celui-ci s'aperçoit vite que le second singe n'habite pas dans le verre, et il tâte avec précaution par derrière le miroir. Est-ce là de l'instinct? Non, mais un embryon de raisonnement. Plus bas que le singe, dans la qualité de cerveau, citons le rouge-gorge, qui se bat contre son reflet dans la vitre. Remontons maintenant ensemble. L'abîme infranchissable se trouve-t-il entre le rouge-gorge et le singe, ou plutôt entre le singe et le petit tahitien? Faut-il le chercher entre l'enfant et le sauvage qui cherche l'homme derrière la cloison, ou mieux encore entre le sauvage et les milliers de civilisés dupes d'escrocs financiers? Restons humbles. Nous autres humains sommes très près de l'animal. La parenté de race avec les autres animaux ne répugne pas plus à M. Borrow que la théorie héliocentrique offusquait les évêques qui forcèrent Galilée à se rétracter. Ce n'est pas la raison de l'homme et pas davantage l'évidence du fait acquis qui explique cette antipathie, mais l'orgueil du moi.
Dans son orgueil obstiné, M. Borrow court un risque plus humiliant que ne lui ferait subir un degré quelconque de parenté avec les autres animaux. Quand un chien fait preuve de libre arbitre, de maîtrise de soi et de raisonnement, lorsqu'il est démontré que certains processus mentaux de ce chien se reproduisent exactement dans le cerveau humain, si après cela M. Borrow nous prouve que tous les actes de cet animal sont automatiques, alors, en lui servant les mêmes arguments, on peut lui rétorquer que les actes similaires de l'homme ne sont que mécaniques et automatiques. Monsieur Borrow, bien que vous soyez au sommet de l'échelle de la vie, vous auriez tort de repousser du pied cette échelle. Ne reniez pas vos ancêtres les animaux, leur histoire est aussi la vôtre. Et si vous les précipitez au fond de l'abîme, vous y roulerez inévitablement. Ce que vous leur refusez, vous le refusez à vous-même. Beau spectacle, en vérité, que celui d'un animal supérieur, s'efforçant de répudier la matière vitale de laquelle il est issu et cherchant à employer la raison même développée par l'évolution, à nier cette évolution même. L'égoïsme peut y trouver son compte, mais la science ne saurait s'en accommoder. Papette, Tahiti, mars 1908. Jack London.